Bonjour David Lisnard. Bonjour. Merci d'être avec nous Merci sur à France vous. Info. Bonjour Paul. Bonjour à tous. David Lisnard, vous êtes désormais candidat pour 2027. Vous voulez moins d'État, moins de bureaucratie. Vous allez nous dire comment vous pensez convaincre les Français sur ce créneau-là. Mais d'abord, face à la flambée des prix du carburant, le Premier ministre se résout à aller plus loin dans les aides. En tout cas, c'est ce qu'il dit Sébastien Lecornu hier à l'Assemblée. Il va falloir changer d'ampleur et d'échelle. Et donc le gouvernement sera amené à reprendre la parole dans les tout prochains jours et en début de semaine prochaine. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement, David Lisnard ? Écoutez, moi, on verra ce qu'il annonce. Je ne vais pas commenter l'annonce d'une potentielle annonce. Parce que sur ce qu'il a déjà annoncé. On a été habitué à ce que ce soit un jour après l'autre, quoi, hein. Chaque jour gagné pour eux. On sent que le pays perd du temps, mais qu'eux gagnent du temps. En l'occurrence, de toute façon, ils sont prisonniers des décennies d'impuissance dans lesquelles on s'est mise en affaiblissant l'État. Vous disiez tout à l'heure, moi j'étais pour moins d'État. Non, je suis pour de l'État là où il est nécessaire, c'est-à-dire la protection, y compris dans des moments particuliers, hein, comme une crise sanitaire ou une crise énergétique, comme on l'a vu aujourd'hui, mais où que l'État ne soit plus intrusif d'un point de vue bureaucratique, administratif. Et on va développer quel est votre projet, mais à court terme, dans cette crise, que doit faire l'État ? Qu'est-ce que peut annoncer le gouvernement ? Sébastien Lecornu va faire des annonces en début de semaine. L'État, c'est nous tous, et que nous sommes, à cause de nos dirigeants surendettés, il ne peut faire que des mesures circonstancielles nécessaires pour des professions. J'ai une prud'homie de pêche professionnelle à Cannes, qui est la plus importante des Alpes-Maritimes et du Var. C'est une profession qui doit être soutenue provisoirement et de façon circonstancielle. Donc des mesures ciblées. La seule mesure générale qui est possible sans dégrader les comptes publics, c'est la suspension provisoire des certificats d'économie d'énergie. C'est ce que je propose depuis longtemps. C'est ce qu'avait repris d'ailleurs Michel-Édouard Leclerc. Ici même d'ailleurs. Une économie de 17 centimes par litre. C'est ce qui va à la transition énergique, à la rénovation énergétique. À un moment donné, il faut choisir. Voilà, c'est-à-dire que si on estime qu'il est très difficile de faire le plein, et c'est très difficile de faire le plein quand vous êtes à 2,20 €, voire un peu plus sur du gasoil, ou à 2 € pour du 2,23 € le gasoil. Voilà, c'est très difficile. Donc, on ne peut pas demander tout et son contraire. Parce mais que c'est dans l'ordre des choses, au moment où on dit qu'il faut accélérer la transition énergétique, de dire l'argent qui est fléché pour la rénovation, on va le mettre pour faire baisser les prix à la pompe. Je pense que ce qui est dans l'ordre des choses, c'est d'être adulte et de considérer qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, soit on estime qu'il y a une vraie crise sociale due au prix du carburant et du gaz d'ailleurs, ce qui est le cas, et il faut des mesures circonstancielles, quitte à retarder d'autres choses, soit on estime qu'il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Juste vous dire que de toute façon, tout cela est forcément du théâtre, puisque l'État, cette année, va emprunter 310 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que pendant la crise Covid. Et que toutes les certains disent qu'il faudrait baisser la TVA, baisser les taxes, baisser le Rassemblement national. Je pense notamment au Rassemblement national. Mais ça veut dire qu'on fait payer une partie de notre plein par nos enfants et nos petits-enfants. C'est, je trouve, d'une facilité déconcertante. Donc la réalité, c'est que tant qu'on ne s'attaquera pas à la matrice de l'État, à la façon dont notre modèle social ne fonctionne plus, tant qu'on continuera de faire des effets d'annonce circonstanciels, de flagornerie, de flatterie, nous ne réglerons pas les problèmes. Et la prochaine crise, ce sera autre chose. Ce sera peut-être une crise sanitaire, peut-être une crise alimentaire. Juste sur le prix du pétrole, oui. On risque d'avoir une inflation alimentaire très forte parce que les engrais azotés dépendent beaucoup du pétrole. Ils sont indispensables. Eh bien, le roi est nu parce que le roi est surendetté. Le roi est surfiscalisé. Avec nos impôts, on va payer 7 fois plus d'intérêts de la dette de l'État cette année que tout le budget de la justice. Et on manque de places de prison. Et on a des conditions indignes de détention des détenus. Et on ne sanctionne pas les voyous. On va juste quitter les prisons pour rester juste sur le pétrole. Il y a un gros débat sur Total. Les socialistes ont déposé une loi pour taxer, vous savez, donc les surprofits de Total. Patrick Pouyanné, son PDG, a prévenu hier, l'entreprise ne pourra pas, prévient-il, maintenir son plafonnement en cas de taxe. Est-ce que c'est pour vous une mise en garde ou carrément du chantage ? C'est surtout cette espèce de frénésie socialiste qu'on retrouve au Parti socialiste, mais malheureusement aussi à droite, aux extrêmes où vous voulez, de toujours taxer. Nous sommes le pays qui a le record du monde des impôts et des charges. Et Total a fait plus 51% de bénéfices, quasiment 5 milliards de bénéfices. Tant mieux pour eux, parce que si vous taxez Total, deux choses. Un, vous favorisez ses concurrents, Exxon, etc. Est-ce qu'on veut favoriser les entreprises concurrentes d'une entreprise française ? Deuxième élément, il semblerait que les marges de Total soient tout à fait dans la norme. Et on verra ce que donneront les résultats là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Troisième élément, dire plus 51% sur les trimestres. Ça veut dire quoi la norme ? Je voudrais vous dire, la norme c'est celle du marché, c'est celle de la concurrence. Et est-ce que Total fait plus de marge que Exxon, que Shell ? Enfin, je vous pose la question. Il n'y a pas de surprofit pour vous ?
Mais tout ça, ce sont des mots qui flattent l'opinion. Et en l'occurrence, vous dire simplement aussi qu'il y a un principe de base, c'est que quand vous taxez le lait, vous ne taxez pas la vache. C'est pas la vache qui paye, c'est le consommateur. Quand vous taxez une entreprise, c'est toujours le consommateur qui paye à la fin. On a le pays qui a les plus fortes taxes sur l'investissement, sur le profit. On a une surtaxe depuis maintenant 1 an et demi sur les résultats financiers, vous le savez. Donc vous dites stop au total bashing. On taxe plus que le reste du monde. Et on voudrait nous faire croire que le problème du prix du carburant, c'est un manque de taxes. Pourquoi les autres pays européens, comme la même monnaie, l'Espagne, l'Italie, pourquoi les consommateurs paient beaucoup moins cher le prix du carburant? Parce que l'État a plus de marge de manœuvre et qu'il a pu baisser les taxes. Ce qui me fait sourire dans tout cela, sourire jaune parce que je fais aussi mon plein d'essence, c'est que c'est un détournement d'opinion. C'est un détournement d'opinion. Aujourd'hui, ce que l'on ne voit pas, en nous parlant des distributeurs, en nous parlant de Total et pas des autres compagnies étrangères, d'ailleurs c'est quand même très curieux ce masochisme anti-français, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est que 60% du prix du carburant vient de la fiscalité qui est la plus élevée du monde. Oui, et vous ne voulez pas baisser les taxes sur le carburant? C'est pour ça que oui, parce qu'il y a un principe de réalité financière, c'est pour ça que je propose la suspension provisoire du C2E, c'est la moins mauvaise des mesures dans un État exemplaire. Vous avez entendu. Et sur le plan diplomatique, David Lisnard, puisque vous aspirez à diriger la France. On va écouter Emmanuel Macron qui a redit la position de l'Hexagone dans ce conflit hier depuis l'Arménie. Selon lui, une position constante. Nous appelons à la cessation de toute hostilité, au retour des négociations diplomatiques et au respect de tous les pays de la région et au retour de la liberté de navigation. Toute escalade est une faute qui nourrit la guerre. Si vous étiez président, qu'auriez-vous fait différemment d'Emmanuel Macron ? Pardon, on ne peut être que d'accord avec la paix dans le monde. Ça fait, sans être péjoratif, ça fait un peu Miss France, quoi. Il dit des évidences, le chef de l'État. Voilà. Et oui, la désescalade, la paix, la libre circulation, il a raison. Le problème, c'est que tout cela, ce sont des mots vides, non pas de sens, mais d'effet, puisque les relations internationales, ce sont évidemment des rapports d'influence, voire des rapports de force. Et que lorsque vous empruntez 310 milliards dans l'année et que vous empruntez quasiment à 60% à l'étranger, vous n'êtes plus tout à fait souverain. Lorsque vous êtes surendetté, ce qui est le cas de la France, lorsque vous avez un taux d'industrie manufacturière qui vient de passer en dessous de l'Espagne, moins de 10%, alors qu'on nous parle de réindustrialisation. Vous dites qu'il y a un déclassement de la France qui affaiblit le président. Mais si vous étiez président, qu'est-ce que vous auriez fait entre l'Iran et les États-Unis? Est-ce que la position du chef de l'État vous paraît équilibrée? Emmanuel Macron qui appelle à la négociation, qui a refusé d'aider Donald Trump quand Donald Trump a réclamé de l'aide pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Deux choses. Les négociations, elles sont manifestement en cours, d'après ce que l'on sait, mais malgré les soubresauts de la parole à la fois iranienne et américaine. Surtout américaine, quand il y a un vol de force américaine. Deuxième élément, l'initiative qui devait être, à mon avis, concrétisée, qu'il faut encore essayer de concrétiser, c'est une initiative française et européenne avec les Émirats, nos alliés, notamment les Émirats arabes unis. Et je pense qu'on aurait pu rebondir sur la résolution qu'avait proposée le Bahreïn, notamment, qui a été bloquée, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, par la Chine et la Russie, pour une force de garantie de liberté de circulation sur le détroit d'Ormuz. Et là, la France a un rôle à jouer. On a de vraies alliances qui ont été nouées au gré des années, et notamment par le président Chirac, et une possibilité, grâce à notre marine, grâce à notre armée, si l'Italie joue le jeu avec la Grande-Bretagne et les États de la région, de prendre une initiative pour garantir la liberté de la circulation du détroit d'Ormuz. Mais ce qui est évident, c'est que la dénucléarisation de l'Iran est une nécessité absolue, vitale. On a vu que la balistique iranienne permettait de toucher des intérêts vitaux, y compris sur le territoire hexagonal. Et donc, effectivement, oui, de façon incantatoire, espérons que les négociations aboutiront. Une de vos formules fétiches, c'est de dire la diplomatie sans armes, c'est de la musique sans instrument. David Lisnard, président. De Bismarck. De Bismarck, que vous adorez citer. David Lisnard, président, il fait quoi, notamment avec le Charles de Gaulle, là, aujourd'hui? Vous dites qu'il faut reprendre cette proposition dans le détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que vous faites vraiment physiquement si vous étiez aux commandes? Alors, un porte-avions, c'est toujours un outil diplomatique très fort. C'est un outil militaire, mais c'est un outil aussi de puissance, puisque peu de nations ont des porte-avions. Et en l'occurrence, je pense que notre rôle, c'est d'assurer la sécurité du Liban. On a un rôle historique et majeur à jouer en la matière, et que, à ce titre, le désarmement du Hezbollah,
qui est une officine de l'Iran, est une nécessité absolue. Et je crois que de focaliser sur quelques objectifs atteignables, une coalition internationale respectueuse de nos intérêts, c'est-à-dire libérer la circulation maritime sur le détroit d'Ormuz et de nos principes, rétablir des principes de droit, et c'est pas incompatible défendre des principes et des intérêts, d'une part, et d'autre part, d'assurer un rôle de protection du Liban, d'émancipation du Liban qui doit retrouver sa souveraineté, sa liberté, ce qui ne peut passer que par le désarmement du Hezbollah, est une nécessité et que des initiatives doivent être prises là-dessus. Mais le problème, c'est que la France a eu une parole tellement incohérente au gré du conflit au Proche-Orient. Souvenez-vous, le lendemain du 7 octobre, l'appel à créer une coalition pour Gaza, de lutte contre le terrorisme, et puis ensuite des positions contraires une semaine après. On les avait d'ailleurs évoquées ici. Les soubresauts de la position française n'aident pas à affirmer le rôle de notre pays. Dans un instant, on va parler de l'audiovisuel public et de votre projet pour débureaucratiser la France. Mais pour l'instant, il est 8h45 et c'est l'info en 1 minute avec Maureen Sugnard. Invité de France Info ce matin, le ministre des Transports soutient Total Énergie. Le groupe pétrolier menace de mettre fin au plafonnement des prix à la pompe si une taxe sur les superprofits liée à la guerre au Moyen-Orient est adoptée. Le total bashing est désagréable, dit Philippe Tabarot. Le plafonnement est particulièrement efficace et cela aide les Français au quotidien, dit-il encore. Un recul pour Donald Trump. Le président américain suspend l'opération militaire qui vise à escorter des bateaux hors du détroit d'Ormuz. Opération qui avait débuté hier. Donald Trump affirme que cette suspension sera courte, le temps de voir si un accord peut être finalisé et signé avec l'Iran. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne annonce démissionner de la présidence du Conseil national du parti Renaissance. Elle crée sa propre structure. Elle affirme qu'elle ne se retrouve pas dans la ligne du parti présidentiel, présidé par un autre ancien Premier ministre, Gabriel Attal, qui sera face à Arsenal en finale de la Ligue des champions de football. Deuxième demi-finale, retour ce soir à suivre dès 21h sur France Info. Le PSG est face au Bayern. À l'aller, les Parisiens se sont imposés 5-4. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Landray, Paul Larouturou. Avec David Lisnard, maire de Cannes, président de Nouvelle Énergie. Paul, c'est un rapport qui fait débat et il nous concerne, c'est celui sur l'audiovisuel public. Bah oui, exactement. Je vous ai entendu, monsieur Lisnard, dire « Ah, ça c'est important en parlant du foot, mais désolé, on préfère vous interroger sur ce rapport sur l'audiovisuel public quand même du grand art, qui a été donc publié hier à l'issue des travaux tant commentés de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Je vous propose d'écouter Jérémy Patrier-Létu, on le sait, député Horizon, président de la commission d'enquête, donc, et il était sur France Info hier soir. J'ai souhaité que les Français puissent regarder cette commission d'enquête. La manière dont une commission d'enquête pouvait être transformée en lieu de la politique spectacle, en tribunal politique, en inquisition politique. Et j'ai regretté effectivement la méthode employée par le rapporteur. Je l'ai dit à plusieurs reprises. C'était pas de la politique spectacle. On peut considérer que c'est la politique spectacle. La politique est souvent du spectacle, d'ailleurs. En revanche, je pense qu'il faut garder la pertinence d'un contrôle parlementaire. Après, chacun se fait son opinion. Hein. Quelle est la vôtre ? Est-ce que le contrôleur est objectif ou pas, etc. Est-ce qu'il est objectif ? Mais de se faire, de contrôler l'affectation de quasiment 4 milliards d'euros des contribuables. 4 milliards d'euros de budget par an. Voilà. Est-ce que supprimer 1 milliard sur ces 4 milliards, là aussi, c'est pas excessif pour vous ? Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, dit c'est la destruction annoncée du service public. J'essaie de ne pas raisonner comme ça. D'ailleurs, je trouve que la publication du Premier ministre était plutôt juste, c'est-à-dire de rappeler quels sont les objectifs d'un service public. Il parle quand même d'une occasion manquée, Sébastien Lecornu. Ouais. Mais le rapport a révélé des choses tout à fait anormales sur le service public, des orientations idéologiques, Slash TV, qui est un média très présent auprès des jeunes, qui fait de la propagande, qui estime qu'il y a un privilège blanc. On a le droit de le penser, hein, on peut en débattre. Moi, je ne le pense pas, mais c'est de la propagande, etc. Donc ça, c'est des choses qui doivent être révélées. Le service public, il a une exigence d'équilibre. De neutralité, d'équilibre, parce qu'il représente tous les Français, tous les contribuables. En revanche, il peut y avoir de la démagogie aussi dans la critique du service public. Je l'ai vu sur plusieurs sujets. Moi, je vois par exemple sur le Festival de Cannes, Canal+ avait apporté beaucoup, et le service public a apporté beaucoup aussi. Il y a eu, là, ces 3 dernières années, une très très bonne visibilité de l'événement. Donc c'est bien que le service public aille à Cannes.
Oui, ou le service privé. Moi, le plus performant, c'est un appel d'offres que fait le Festival de Cannes. Ils prennent leurs partenaires médias. Moi, j'ai pas à juger cela, mais ce que je veux dire, c'est que le travail a été fait. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on doit faire des économies parce qu'on dépense trop d'argent. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a eu un tel éparpillement des médias publics que ça coûte cher, quasi plus de 4 milliards d'euros, et que les équipes sur le terrain, très souvent, manquent de moyens. Je parle en connaissance de cause. Donc, en l'occurrence, réfléchir quels seraient les objectifs d'un véritable service public. Comment on peut mettre en valeur les grandes œuvres culturelles, les grandes œuvres de l'esprit. Comment on peut soutenir la création. Comment on peut avoir un regard international aussi différent. Tout cela, c'est dans la vocation du service public. Moi, je pense qu'il y a trop de chaînes. Il y a des chaînes qui doivent être fermées, d'autres fusionnées, d'autres qui peuvent être vendues. Moi, je propose depuis longtemps que France 2, qui a une valeur commerciale, soit privatisée. Ce qui nous fait des recettes. France 2. Oui, tout à fait, et qu'on garde 2 grandes chaînes publiques, une qui notamment est sur la vocation du service public de proximité, et une autre sur une vocation culturelle, artistique et internationale. Arte fait un travail remarquable. Voilà, je pense qu'au-delà de la polémique, regardons la bonne affectation de l'argent des contribuables, définition de vraies missions qui font la noblesse d'un service public et qui interviennent en subsidiarité par rapport à ce que peut apporter le pluralisme des médias. Le plus important, c'est qu'il y a un pluralisme des médias. Vous êtes mise en scène avec une broyeuse déchiquetant le code du travail ou de l'environnement pour illustrer. Voilà, c'était pour illustrer votre mantra, la lutte contre la bureaucratie. Ça fait penser au président argentin, Javier Milei, avec sa tronçonneuse. Est-ce que vous prenez pour Javier Milei ? En tout cas, ce que je suis sûr, c'est que vous ne m'auriez jamais interrogé sur mes annonces sur la débureaucratisation si je n'avais pas fait ça. Si, je le pense. Non, allez, je vous fais pas de procès d'intention, mais je l'imagine. En tout cas, vous l'avez fait pour la réalité, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Français, dans leur vie quotidienne, beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de maires, d'élus locaux, beaucoup de chefs d'entreprise sont broyés par un droit qui est devenu un droit inflationniste, un droit contradictoire. Quand le code de la commande publique fait que on paye tous mécaniquement 20%, 30% plus cher d'ailleurs ça vous concerne aussi, lorsque le fait que dans la même semaine vous pouvez être enjoint à ne plus du tout urbaniser parce qu'il y a le zéro artificialisation nette qui s'est appliqué à la codification, mais enjoint aussi au titre de la loi SRU à réaliser 480 logements sociaux dans la même semaine, vous recevez les 2 injonctions. Donc ça veut dire, technique pour qu'on comprenne, quand vous voulez supprimer 300 textes à supprimer dès le premier jour, si vous en aviez un qui parle à tout le monde, ce serait lequel ? 300 quoi, j'ai pas entendu. Vous dites que vous supprimeriez, c'est dur à dire, 300 textes à broyer dès le premier jour. Ce que vous avez dit. Ouais. Si vous aviez un texte qui parlait à tout le monde, ce serait lequel à supprimer ? Par exemple, tiens, les DPE, quoi. Voilà. C'est quoi ? Les diagnostics de performance énergétique qui font qu'aujourd'hui, on retire des centaines de milliers de logements de l'offre de logements, alors que c'est la crise sociale la plus grave actuelle, c'est la difficulté d'accéder à un logement, et de face sur une espèce d'usine à gaz qui est paradoxale pour quelque chose qui a une vocation environnementale, qui n'apporte rien sur le plan environnemental. C'est plusieurs fois que vous attaquez aux choses environnementales, c'est comme sur le pétrole. Non, mais pour une raison tout à fait simple, c'est qu'en fait, cette codification excessive et contradictoire ne défend pas la cause environnementale. Moi, je la défends, la cause environnementale. Il faut un droit international, il faut de l'innovation. Et vous voyez que concrètement, dans ma ville, là, on est en train de réaliser 3 réseaux de chaleur qui vont nous permettre d'avoir une énergie moins chère, décarbonée à 80%. Pourquoi faut-il 5 ou 6 ans de procédure exclusivement pour développer un réseau de chaleur ? Parce que on est face à des injonctions juridiques contradictoires. Lorsque vous vous rendez compte que le droit en France a eu une inflation de plus de 50% en 20 ans. Alors juste, David Distin, parce qu'il faut qu'on avance. Et c'est ce qui fait qu'on a moins de services publics. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe, on a le record du monde de la dépense publique, 50% de la richesse, et pourtant, on a 22% des urgences hospitalières qui n'arrivent plus à assumer leur mission, on a quasiment plus de police nationale la nuit en zone police, on dépense plus qu'ailleurs, on a des fonctionnaires qui sont de bon niveau et qui sont moins bien payés. Mais oui, c'est un détournement d'argent par l'excès bureaucratique. Javier Milei, c'est aussi l'ultralibéralisme, avec ses conséquences en Argentine, les coupes dans les retraites, la sécurité sociale, l'anciennement, le démantèlement des politiques publiques. Est-ce que c'est ça que vous voulez en France ? Mais votre question, elle est biaisée. Parce que vous dites, moi je suis pas là pour défendre, je suis pas en Argentine. Et c'est vous si qui vous mettez en scène avec vous dites les conséquences. Le niveau de pauvreté en Argentine a diminué de plus de 20 points. L'inflation a été divisée par 20. C'est facile à voir. Le pays était en récession, il a 5% de croissance. Bien sûr, a diminué, bien sûr. En Argentine. Bah oui, vérifiez-le. Vous avez. Alors j'espère que le fact-checking sera le vrai ou faux objectif.
parce qu'il y a eu un fact-checking, et notamment une fact-checkeuse, je ne sais pas comment on dit au féminin, qui avait été mise en cause. Les Argentins vivent mieux. Bon, en tout cas, ils ont choisi de l'en réélu. Il a gagné aux législatives. Et puis un jour, il perdra les élections, ils passeront à autre chose. Donc c'est une référence. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez plus de policiers pour nous protéger, plus de magistrats, plus de places de prison, des soignants mieux payés, des enseignants, la crise de l'éducation, elle est majeure dans le pays qui dépense le plus au monde. On a un déclassement. Vous voulez qu'il y ait moins de bureaucrates. Si vous voulez qu'il y ait moins de bureaucrates, il faut qu'il y ait moins de bureaucratie. Il y a une étape avant, c'est la présidentielle. Vous avez quitté le parti Les Républicains, dont vous étiez vice-président, pour vous consacrer justement à votre campagne. Depuis, Bruno Retailleau a été désigné candidat officiel de LR, malgré les autres ambitions à droite. Vous vouliez un système de départage, une primaire. Ça ne sera pas le cas, en tout cas pas à court terme pour Bruno Retailleau. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de primaire, David Lisnard ? Est-ce que vous allez vous ranger derrière Bruno Retailleau ? C'est une question très légitime. Aujourd'hui, il y a un éclatement de la proposition politique à droite et au centre qui fait qu'on risque de regarder le deuxième tour dans son canapé devant la télé. Donc, moi, je suis guidé par un principe de réalité. C'est qu'on ne peut plus se permettre un premier tour qui départage les candidats de droite, comme c'était le cas à l'époque des Chirac, Balladur, Barre, Chirac, Giscard, enfin on pourra remonter à Chaban, Pompidou, et grand président Pompidou. Et donc, c'est un principe de réalité, c'est-à-dire qu'avant la demi-finale du premier tour, il faut organiser un quart de finale. Pour l'instant, je n'ai pas entendu un contre-argument. On voit bien qu'il n'y a pas le candidat naturel à la Sarkozy 2007 qui écrase la concurrence. Et comme je ne me retrouve pas dans les projets que je constate qui, pour moi, sont soit des projets qui sont trop étatistes, soit de personnes qui vont parler de rupture, qui vont dire allez, je vais renverser la table. En fait, ils feront que casser la vaisselle. Et je ne suis pas sûr qu'ils changeront la nappe. Donc, j'avance mes propositions. J'essaie de faire entendre une voix du terrain, de ce que je constate, oui, mais comme maire, comme ancien commerçant. Sur ce sujet de la primaire, et j'espère convaincre tout le monde de cette exigence. Ce que je veux dire, c'est que attendez, juste une question, poser la question à ceux qui refusent la compétition, c'est quand même curieux de dire de droite et d'être contre la compétition. David Lisnard, on vous entend. Seulement vous proposez une primaire qui irait jusqu'à Éric Zemmour, notamment. Donc vous proposez tout de même quelque chose qui n'est pas évident pour la droite. Vous, ça ne vous pose pas de problème de vous associer avec un parti, Reconquête, qui est allié avec l'AfD, l'extrême droite allemande et ses références nazies au Parlement européen, avec un parti, un homme qui a cherché à réhabiliter le maréchal Philippe Pétain sur la question des Juifs. Ça ne vous pose pas de problème? Vous avez des affinités? Tout cela est très intéressant, mais comme la question est bien, puisque vous associez, parce que j'ai parlé de ça. Faire une primaire avec David Lisnard. Donc, plutôt que d'affronter au premier tour de la présidentielle et de prendre le risque de regarder le deuxième tour Bardella-Mélenchon, selon la formule consacrée, je pense qu'il vaut mieux affronter la concurrence avant. C'est tout. Et que ça me paraît. Et donc, dans ce que j'ai proposé, là aussi... Donc en fait, c'est parce que vous vous opposez à Éric Zemmour que vous voulez faire une primaire avec lui. Vos questions sont plus longues que mes réponses, ça va être compliqué pour moi. Et donc... Ce que je propose, c'est qu'on ne définisse pas le périmètre. C'est ce que je m'évertue à répéter, c'est ce que j'avais dit à Gérard Larcher, c'est-à-dire qu'on dise, on organise une compétition de la droite, vient qui veut, et donc le plus large possible, et vote qui veut. Donc, Édouard Philippe devrait venir. Si M. Attal, il y a un jour, il est à droite, qu'il vienne, ou alors il fera la primaire de gauche, ça dépend des jours. Vous êtes pas sûr. Voilà, non, mais il faudra lui poser la question. Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, voilà. Et je pense que, par exemple, M. Dupont-Aignan, dont on ne parle jamais, il a fait 4,8% en 2017, ce qui a empêché François Fillon d'aller au second tour. On entend ce que vous dites. Ce que je veux dire, c'est que je ne demande pas une association, je ne demande pas à Édouard Philippe de soutenir Sarah Knafo. C'est pas du tout ça. Je dis, on a compris. Le principe de réalité, c'est d'organiser une compétition avant le premier tour. Vous avez pu développer pour gagner les élections votre position. Et celui qui perd, soit il soutient, soit il se tait jusqu'à la présidentielle. David Lisnard, c'est la question qui fait tousser la croisette à l'approche du festival de Cannes du 12 au 23 mai. En tant que maire, cette année, vous voulez vous attaquer au tapis rouge de la drogue. Alors l'idée, c'est quoi? Que vous soyez puissant ou misérable. Face à la drogue, le jugement sera le même, c'est ça? S'il y a une actrice qui fume un joint sur la croisette... Oui, moi je ne l'ai pas dit comme ça. C'est marrant. Enfin, ça fait toujours un effet de buzz, mais oui, j'aime bien votre formule. Aujourd'hui, on a un nouveau contexte législatif. Il y a une loi anti-narcotrafic, d'ailleurs grâce au sénateur Étienne Blanc, Nouvelle Énergie, je tiens à le dire. Et on a des nouveaux moyens judiciaires. On a dans toutes les villes, dans tous les villages, malheureusement, on est bouffé par gangréné par le narcotrafic. Il y a un problème de drogue au Festival de Cannes. Et non, mais je dis pas ça. C'est marrant parce que ce que je dis, c'est qu'il serait quand même étrange qu'il n'y ait pas de drogue
lorsque 200 000 personnes viennent à Cannes pendant le festival de Cannes, alors que le reste de l'année, j'ai de la drogue. Voilà. Donc moi, je suis pas là pour désigner une population ou une autre. Je suis pas là pour dire qu'il y a une nature différente. Certains le disent, d'autres le prétendent. J'en sais rien. Voilà, je vous le dis. Ce que je dis, c'est que pendant le festival, j'ai des renforts de police. Il y a plus d'officiers de police judiciaire. Il y a des CRS qui viennent, qu'on a donc, des moyens. Festivalier ou non, tout le monde sera logé à la Et je même trouve ça enseigne. normal. Et je trouve que c'est très important aussi pour toutes les personnes qui sont contrôlées tout le reste de l'année, parce que c'est une ville de vrais habitants, Cannes. C'est une ville qui a un taux de pauvreté élevé, 21%, beaucoup plus que Paris. C'est ce qui est Merci méconnu. beaucoup, David Lisnard. Et je veux Il faut qu'on vous tenir que j'ai eu l'accord du Merci. préfet. On a fait une réunion la semaine dernière et il y aura des contrôles de stupéfiants pendant le festival, dans toute Les la ville, y festivaliers compris sur la sont Croisette. prévenus. Voilà. Merci David Merci à Lisnard. vous. Merci Paul. Demain. Tout de suite Merci. les informés.